La fin de l'hiver 1206, quand, depuis la porte du Pilat Saint-Gély, qui est au pied de la rue qui monte à contre-rempart, les remparts de la ville, les remparts qui datent à peu près du IXe siècle, c'est donc une des cités très importantes et très anciennes du midi de la France, il y a eu donc la reconnaissance, le premier acte. Il a fallu que les gardiens de la porte puissent identifier cette petite, on va dire moyenne troupe qui s'avance à peu près dans l'axe de la route de Nîmes. De 113. De la 113. Donc il y a une délégation qui arrive. Cette délégation est à cheval. Elle est peut-être accompagnée de quelques piétons, on ne sait. Combien était-il? En une grande cinquantaine à une petite centaine. Et il y a là, donc, de la porte, on identifie les bannières et les pavois et les pavillons qui peuvent dire, voilà une délégation officielle. Il s'agit d'un ambassadeur, l'ambassadeur du roi Alphonse VIII de Castille, qui a choisi, donc c'est le cadre de la réforme grégorienne, qui a choisi un évêque pour être son représentant et négocier un mariage en cour de Danemark. Et cet évêque a choisi donc un jeune et très brillant sous-prieur de la cathédrale, c'est-à-dire celui qui s'occupe de la vie liturgique, de la vie pastorale et de l'accueil de la cathédrale, et qui s'appelle Dominique de Caleruega, qui est à quarantaine de kilomètres au nord d'Osma. Et donc ils sont identifiés et ils s'approchent, et ils vont être reçus précisément ici, rue Salles-l'Évêque, qui était donc l'axe d'entrée dans la ville et qui faisait donc le pâté de maison qui est en face de nous, exactement les rues actuelles, étaient les bureaux de l'évêque de Maguelone. Maguelone était, avec sa cathédrale et son évêché, était un très beau site de protection, puisque avec une série de ponts et de barques, on pouvait être à l'abri des bandes qui traversaient la voie domitienne, qui pouvaient être des bandes de brigands, de soudards, de ceci, alors que la ville ici était protégée, elle, par des remparts. Mais on a découvert relativement récemment une très grande nécropole sur la colline de Maguelone qui montre qu'au 5e, 6e siècle, il y avait là une ville chrétienne de grande importance. Et l'Église est traditionnelle, c'est-à-dire elle aime les lieux où il s'est passé des événements importants pour la foi, donc l'évêque était resté dans sa cathédrale. Pendant ce temps, se construisait, à la même époque, donc 1206, l'actuelle cathédrale Saint-Pierre, qui était à l'origine la grande église de l'abbaye bénédictine, donc qui était sur les lieux de la faculté actuelle de médecine de Montpellier. Et il y avait donc un grand chantier, et quand nous nous sommes posé la question du lieu d'accueil de la délégation, d'une part de l'ambassadeur du roi Alphonse VIII et de sa suite, et une délégation qui était là depuis quelques jours, qui était la délégation des légats du pape Innocent III, qui était à Montpellier pour des raisons que je ne peux pas exactement vous préciser, mais disons que ici, à Montpellier, c'est une sorte de capitale reconnue pour être catholique, alors qu'à partir de Servian, Pézenas, Béziers, était
le Languedoc infesté par la pestilence de l'hérésie, comme on disait, et ici, pour plusieurs raisons, Montpellier était une place forte où il n'y a aucun cathare. Voilà, pour faire vite. Et il n'y a pas de cathare pour deux raisons principales, outre la politique assez complexe de Guillaume VIII de Montpellier et de Pierre II d'Aragon. Il y a ici deux choses très importantes, une université et un hôpital. Et quand l'Église s'occupe de l'université et de l'hôpital, puisque c'était l'évêque de Montpellier qui était le recteur de l'université, et qui avait en charge cet hôpital, fondé par Guy de Montpellier, qui est en odeur de sainteté, qui mériterait une béatification. Les dossiers nous donnent cet espoir. Et donc, ici, il y a un havre de paix catholique, si vous voulez, par rapport à ce qui va se passer plus à l'ouest. Et les légats sont donc un peu ici en terre bienveillante. Et ils sont en 1206, les trois légats, trois cisterciens. Donc le chef de la légation, c'est Maître Raoul de Fontfroide, qui aurait écrit un traité à moitié perdu contre les cathares. Il y a Pierre de Castelnau, alors celui qui nous a orientés à l'époque sur Castelnau-le-Lez, puisque c'est bien de Castelnau-le-Lez qu'il est originaire, mais il a été, tenez-vous bien monseigneur, il a été archidiacre ici, avant de devenir, un mois avant sa légation, moine de Fontfroide. Et donc, on pense qu'il lui a été demandé d'être moine de Fontfroide, puisqu'à cette époque, le pape ne prenait ses légats que parmi les cisterciens, dans le cadre de la réforme grégorienne. Et donc, il est archidiacre, ça veut dire qu'il connaît tous les dossiers financiers et juridiques de toute la région. Et il connaît que telle abbaye n'a pas payé ses taxes et que telle paroisse n'a pas reçu ses prébendes depuis 20 ans ou 30 ans, il sait ça par cœur. C'est un homme de dossier. Et donc, il est là, et il y a aussi, tout nouvellement, Amaury. Alors, Amaury est un moine cistercien, ancien père abbé de Poblet, de Grand-Selve, Poblet donc en Catalogne, Grand-Selve au nord de Toulouse, et il est lui-même donc le grand superviseur de Cîteaux, Arnaud Amaury, quelqu'un qui va avoir un rôle essentiel dans le Midi de la France, dans le Midi réputé cathare ou vaudois de la France. Et ils sont ici, en face, et si l'hôtel de Grave peut être accepté par ces messieurs de la laïcité laïcisante et qui acceptent d'être dans un hôtel de la haute noblesse de Louis XIV, mais peut-être que l'humble Église catholique n'a pas droit de citer dans cette laïcité-là, eh bien, il se trouve que les trois légats sont en panne de projet. Ils n'arrivent pas à concilier ce qui est leur mission propre de la part du pape, le negotium pacis et fidei. Comment traiter les affaires de paix civile dans un contexte où les violences médiévales ne cessent de s'exercer à tout niveau de la société, et en même temps d'annoncer la foi catholique dans un milieu qui est réputé hérétique. Et à ce moment-là, ils sont tellement pris, comme l'évêque d'ailleurs, à cette époque, par les affaires, la politique au grand sens du mot, mais aussi au petit sens du mot, au petit au pluriel,
il n'arrive pas à prêcher la foi. Et c'est dans ce constat de l'impossibilité d'une prédication de la foi qu'ils sont en instance, nous dit la chronique de l'époque, enfin une des deux chroniques qui nous rencontre de l'événement, donc Pierre Desvaux de Cernay, qui nous dit qu'ils sont en instance de démissionner. Alors, Dominique et Diègue reviennent de Danemark par Rome. Donc, soit ils ont pris la route, ou peut-être un bateau jusqu'à Marseille, et ils ont continué la route, soit, nous dit Jourdain de Saxe, l'autre chronique, ils seraient passés par Cîteaux, auquel cas ils seraient descendus par la vallée du Gard, Nîmes, et ensuite, de toute façon, ils arrivent par la route de Nîmes, si vous voulez. Les deux voies possibles aboutissent ici. Et ils sont donc au courant, d'une part, de la problématique de l'hérésie en Languedoc, que Dominique et Diègue ont rencontré dès 1203 à Toulouse, et ensuite, ils sont peut-être au courant de la difficulté des légats eux-mêmes. Et à ce moment-là, sont-ils missionnés par le pape ou non? Ils arrivent ici, et c'est le seul lieu qui est capable de recevoir deux délégations. La Bastide de Castelnau-le-Lez, l'église fortifiée du fin XIIe siècle, qui a accueilli d'ailleurs une messe de fin de colloque et qui a accueilli le colloque de 2006, donc le colloque du 8e centenaire, ne peut pas recevoir les deux délégations importantes, celle d'un ambassadeur royal et celle de 3 légats, dont un est légat à latéré, c'est-à-dire il représente le côté du pape, il représente le pape lui-même. Et c'est d'ailleurs l'assassinat du légat du pape le 14 janvier 1208 qui va déclencher la croisade contre les Albigeois qui se réunira en 1209 et qui aura comme première bataille Béziers le 22 juillet 1209. Le fameux sac de Béziers qui, entre nous, mais je peux le dire entre amis, mais je peux le dire de façon publique, n'a pas été le sac que l'historiographie du 19e et 20e siècle a élaboré. Voilà, c'était un événement beaucoup plus petit et beaucoup plus modeste que les 22 000 morts d'une cité qui n'en accueillait au maximum que 8 000, mais passons. Ça, c'est les travaux de l'histoire. Et donc, il n'y a pas d'autre possibilité dans la région pour la rencontre de Montpellier que le pâté de maison, si vous voulez, qui est en face de nous. Donc, nous sommes à peu près assurés, chers prieurs, que c'était bien ici que s'est passée cette rencontre. Alors, cette rencontre, en 2 mots, c'est donc l'appel à la prédication, ou à la sainte prédication, par les moyens de l'Évangile, prêcher l'Évangile par les moyens de l'Évangile, qui est proposé aux légats pour on dirait aujourd'hui, rebooster dans leur mission, c'est-à-dire un choc énorme pour les légats. Il faudrait abandonner la partie politique pour reprendre la partie spirituelle, uniquement spirituelle de l'évangélisation, de la prédication de l'Évangile. Ils hésitent, ils font appel à Rome et aux Lumières et bienheureuses, en septembre 1206, il y a une lettre du pape à Raoul de Fontfroide qui dit qu'il faut encourager tout ce qui va dans le sens de la prédication de l'Évangile. Et donc la sainte prédication est née ici. Et par les rues qui conduisent à la porte de la sonnerie, quelques jours plus tard, à mon avis, quelques jours, peut-être même quelques semaines plus tard, parce qu'il a fallu des échanges
de lettres, de discussions, ça a pris un certain temps. Eh bien, donc, 4 personnages vont sortir, on va voir ça cet après-midi, et vont donc en direction de la rue de la Sonnerie pour partir vers Servian. Servian, donc dans la région de Pézenas, où se passe la première dispute publique organisée par Diègue, Dominique et 2 délégats, parce qu'Arnaud Armaury a dû repartir à Cîteaux, et ils vont à pied. Alors imaginez donc qu'ils sont arrivés à cheval par la rue Salles-l'Évêque, la rue Boc, qui montait le long des remparts, 50 à 100 personnes, des chevaux, des soldats, des domestiques. Ils sont ambassadeurs, donc il y a un chariot de cadeaux, plusieurs chariots de cadeaux, puisque à chaque péage, il y a un échange de cadeaux avec le maître du lieu que l'on va visiter. Et donc, il y a des domestiques, ils ont une garde-robe, et ils renvoient tout ça en Espagne, leur mission étant terminée, leur mission diplomatique étant terminée. Voyez ? Et en revanche, ils vont donc partir à pied. Mais c'est beaucoup plus difficile pour des légats habitués à une chevalerie qui marche avec eux, et ils vont, comme sur le trajet de l'autoroute A9, si vous voulez, en direction de Narbonne et puis Toulouse, mais à chaque 30 km, ils ont des endroits où on peut faire reposer les chevaux, il y a une chapelle, il y a des lieux pour passer l'étape, pour passer la nuit, quand on est en route, quand on est de la haute église, entre guillemets. Et là, ils sont obligés d'aller à pied parce que personne ne les attend. Ils vont à la rencontre de ceux que l'Église leur demandait d'éliminer. Et ils vont donc mendier leur nourriture, leur logement. Et ils vont même être accueillis à Servian par Étienne de Servian, dont l'épouse est réputée être cathare. Et donc il y aura les premières disputes publiques, mais ils vont manger à la table de ceux qui les accueillent. D'où la mendicité dominicaine qui va naître pour la mission. Ce n'est pas une mystique de la pauvreté, mais un dépouillement pour pouvoir aller concrètement à la rencontre de l'autre. Et c'est donc ici même que tout s'est tramé, et nous sommes heureux d'honorer ce lieu, puisque c'est là que l'aventure dominicaine a pris naissance, véritablement. Voilà, je vous remercie, j'ai été trop long.